D'accord, on est de retour sur le plateau. On va continuer maintenant avec toujours la Côte d'Ivoire. La présidentielle, Alassane Ouattara, qui diffère donc sa décision de candidature après appelée par son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à se présenter pour un troisième mandat. Le président ivoirien a déclaré mercredi avoir pris acte de cette demande et indiqué qu'il se prononcera ultérieurement sur la question. Alassane Ouattara s'exprimait lors du conseil politique du parti tenu mercredi soir à Abidjan. Avec le décès du Premier ministre Amadou Gon, la Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses fils les plus valeureux, un modèle d'ardeur dans le travail et de loyauté. Ce n'est pas facile, j'ai entendu les différents messages. Je prends acte des résolutions du conseil politique. Je vous demande de me laisser le temps de recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement. Vous pensez jamais, Sossou, que de toute façon, chaque fois qu'il se rase le matin, Alassane Ouattara pense à une troisième candidature? Oui, aujourd'hui, il est partagé. Aujourd'hui, il est partagé. Parce que qu'est-ce qui empêche M. Ouattara, lorsque je crois qu'il y a eu une ribambelle d'organisation avec des méthodes que nous, on pensait désormais aux oubliettes qui sont revenues. Je vais parler des motions, d'organisation, des chefferies traversées pour dire que c'est une personne ou rien. C'est que quand nous étions petits, nous avons vu avec le fait général Yassimbe Yadema. Donc on pensait qu'après 30 ans de démocratisation, avec les élections locales, les députations, tout ça en Côte d'Ivoire, qui sont tellement en avance sur un certain nombre de choses. Bon, personnellement, je ne pensais pas que des choses comme ça allaient revenir. Donc, au demeurant, tout ceci là est fait et il dit: je vous demande de me donner un peu de temps. C'est-à-dire que le Premier ministre, c'est pas hier qu'il est décédé. Il est décédé il y a longtemps. On a même fait tout ça là. On savait qu'il... Bon, chez les musulmans, il y a 40 jours de deuil. Oui, mais... Oui, encore que... Il y a la prière du 40. Je ne sais pas si M. Ouattara était musulman, je ne sais pas. C'est un musulman. C'est un musulman. Ah bon, vous êtes sûr que c'est... Ouattara. Non, c'est pas parce que vous c'est un musulman. C'est un musulman. Non, j'ai dit, c'est pas parce que... Bon, il pratique, on l'a vu même ses photos de quand il était au Hajj. En tout cas, quand il était au Hajj, en tout cas, sa femme s'appelle Dominique. Non, c'est pas. C'est une chrétienne. C'est comme l'ancien président sénégalais Senghor qui a épousé, non pas Senghor, Diouf, qui a épousé une chrétienne. Oui, mais si vous me dites, vous êtes sûr qu'il est musulman. Il est musulman. On évolue. Bon, dans tous les cas, oui, Gon Coulibaly. C'est musulman. Donc 40 jours, on espère que c'est dans ce cadre qu'il met. C'est-à-dire que la continuité de l'État, le Ouattara n'est pas un enfant, c'est un chef d'État, c'est quelqu'un qui a de l'espérance. Je vous rappelle qu'il a, lui aussi, il a un parcours politique. Il a occupé toutes ses fonctions. Donc, il savait qu'à la mort, il fallait continuer. Qu'ils disent maintenant qu'on lui donne du temps pour recueillement. Est-ce que c'est ça qui évite la continuité de l'État? Moi, je reste persuadé que ce repli-là, c'est parce qu'il est toujours dans la perplexité. Et je vous dis que j'avais même peut-être un peu devancé. Le poste de président de la République, la candidature du président de la République reste toujours au centre de réflexion dans la tête de Ouattara. C'est pour cela que je dis que tout est possible, des choses peuvent se passer dans les 10 jours qui vont venir. Quand il dit, pour moi, il met ça dans le compte du recueillement ou de, je ne sais pas, les 40 jours, vous le dites. Moi, je crois que c'est une stratégie pour davantage profiner ce qui va se passer. Je suis resté persuadé que M. Ouattara n'avait pas de plan B avec Gon Coulibaly. Et ça m'a vraiment étonné pour un... Non, il a dit plusieurs fois qu'il n'y a pas de plan B. Oui, mais il savait que Gon Coulibaly était malade. Vous savez, Ouattara lui-même, il est malade, hein. Je ne sais pas si vous savez. Bon, non, oui, mais Ouattara... C'est pas un jeune, il a 78 ans. Mais voilà, lui-même, il avait été... Entre-temps, il y avait eu des problèmes cardiaques. Ça, il aime lui aussi. Donc, et aujourd'hui, la personne qui peut véritablement incarner, puisque la personne est fidèle, on a dit la personne est loyale, tout ça là, je crois que... oui, je crois que une surprise peut nous attendre. Donc moi, je mets ça toujours dans la réflexion, qu'il décide finalement jusqu'au 10, puisqu'il dit que c'est une déclaration qu'il fera à la nation pour décider finalement. Donc ça voudrait dire que le sort de la Côte d'Ivoire, la candidature, celui qui va être candidat, c'est Ouattara. Pourquoi ça Ouattara forcément de décider de celui qui va représenter le RHTP? Ça, j'ai jamais compris. On peut vous répondre que généralement dans les partis en Afrique, c'est comme ça, hein, c'est le chef qui décide et on n'y peut rien. Mais sans Fioclou, est-ce que finalement Ouattara a été si flou que ça? Parce que moi, j'ai une autre partie de sa déclaration dit
je voudrais vous assurer que je suis avec vous pour préserver la paix. Je vous demande de me laisser me recueillir. Vous savez que je ne vous ai jamais déçu. Je ne vous décevrai jamais. Il dit ça en réponse aux gens qui lui demandent d'être candidat. Ça veut dire oui, en fait. Oui. Monsieur Ouattara est un chef d'État habile, expérimenté. Et dans la salle, il ne pouvait pas dire non, il ne pouvait pas dire oui. Et tout le monde sait, nous qui sommes sur ce plateau et les autres, et les téléspectateurs qui nous écoutent, savent qu'il avait dit qu'on devait passer la main à une nouvelle génération. De ce fait, moi je pense qu'il ne peut plus se dédier. Selon moi, Mbak sera le candidat de RHDP. Ahmed Bakayoko, vous pensez? Non, moi je crois qu'il faut revenir un peu. C'est que Ouattara a laissé il a gardé beaucoup de flou autour de sa candidature. D'abord, il dit qu'il va s'entendre avec Bédié pour laisser la place à des jeunes. Mais après, il a dit si Bédié est candidat, il n'exclut pas d'être candidat. Alors qu'actuellement, le PDCI a déjà un candidat qui est Bédié. Donc ça veut dire que Ouattara ne se dédie pas. Il avait conditionné le passage du flambeau à la jeunesse en accord avec Bédié, avec qui il devait travailler. Pourquoi on laisse, comme ailleurs ça se fait en même temps, c'est pas un peu puéril comme procédé? Non, en fait, la situation... Je ne serai pas candidat si tel n'est pas candidat. On parle d'un État, on ne parle pas de la maison de quelqu'un. Non, je pense que la Côte d'Ivoire a connu une guerre. Et il y a les acteurs et les protagonistes de cette guerre-là. Il y a deux qui sont plus ou moins éliminés, en tout cas, qui ne sont pas sur le terrain. Il les a envoyés en exil, il a chassé les autres politiciens. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Je pense que dans un premier temps, Ouattara voulait éliminer, y compris lui-même, tous les acteurs de cette guerre-là et permettre à de nouveaux visages de venir, même s'ils ont collaboré, mais de manière lointaine avec les principaux acteurs. Mais ce qui est difficile parce que les Ivoiriens, je pense, sont fidèles à leurs icônes sur le plan politique. Vous voyez qu'un Gbagbo qui est en exil aujourd'hui, il a toujours des fonds. Les Blé Goudé, ils ont des fonds. Konan Bédié, plus de 86 ans. Il sait lui-même qu'il est très fatigué, mais personne dans son parti ne conteste sa candidature. Donc ça veut dire que les gens là-bas sont fidèles à ces icônes-là. Et c'est ça qui donne aujourd'hui l'occasion à Ouattara de pouvoir revenir sur sa parole. Parce que déjà, dans un premier temps, quand il avait dit qu'on va laisser la place aux jeunes, on a été surpris qu'il choisisse Gon Coulibaly, qui avait plus de 60 ans, qui n'était pas véritablement jeune. Ça veut dire qu'en réalité, il n'était pas dans l'optique de choisir un vrai jeune comme celui dont nous parlons tout de suite. Mais il connaît la popularité de Bakayoko, il sait un peu l'estime que l'armée a pour lui. Et il faut pouvoir jouer avec tout cela. Et je pense que c'est pour cela qu'il a tenu à lui donner la primature avant éventuellement de se déclarer ou d'accepter la candidature. Maintenant, ce n'est pas lui qui a dit qu'il veut être candidat. Il y a ces militants qui demandent qu'il soit candidat. On imagine qu'il a orienté ça. De toute façon, ce sont les militants qui demandent et il doit apporter une réponse comme tout candidat qu'on investit. Et avant de donner cette réponse-là, je pense qu'il voulait déjà valoriser un peu Bakayoko, le mettre en confiance, lui dire qu'il partagera déjà le pouvoir avec lui parce qu'il sera Premier ministre et je pense que si Ouattara est élu, c'est fort probable qu'il le reconduise encore comme Premier ministre. Donc il faut déjà régler ce problème-là pour dire que Bakayoko n'est pas aussi lésé que ça, puisque aujourd'hui tout le monde ne voit que lui pour être le candidat, si on veut mettre les jeunes en avant. Et donc, si Ouattara veut rempiler, c'est ce qu'il est en train de préparer. Donc, il faut réhabiliter plus ou moins Bakayoko en lui donnant une promotion avant d'accepter sa candidature. Maintenant, il ne se dédie pas parce qu'il avait aussi conditionné sa candidature à la candidature de Bédié. À partir du moment où Bédié est candidat, il peut se dire, bon, on ne veut plus donner la chance aux jeunes, laisser les vieux s'affronter dans les urnes. Moi, je pense qu'il est un peu dans cette logique-là. Oui, si on reconnaît qu'entre Bédié et Alassane Ouattara, le courant ne passe plus bien, parce qu'il a délogé un certain nombre de membres de PDC vers le RHDP, Gbagbo et comment ça s'appelle? Bédié veut à tout prix
aller aux élections d'octobre 2020. Mais dans son parti PDC, des gens ont déposé des candidatures, mais on ne les a pas acceptées. Oui, notamment Kwadjokona Bertin. On ne les a pas acceptés. On a dit que c'est Bédié seul qui est candidat. Donc on revient toujours au parti unique chez eux. Ce qui veut dire qu'entre Alassane et Bédié, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Alors, on parle ici de la candidature d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est lui seul qui a le dernier mot. Mais il y a aussi ce débat constitutionnel sur l'éventualité de cette candidature. Est-ce qu'elle est constitutionnelle? Est-ce qu'elle est anticonstitutionnelle? Je suis allé chercher l'article 183 de la Constitution ivoirienne qui dit, la Constitution de 2016, celle qui a été modifiée, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Voilà, Clairement, elle est clairement la candidature à un 3e mandat est anticonstitutionnelle. Très bien. Pour éviter que la Côte d'Ivoire ne bascule de nouveau, et Ouattara, il le sait. C'est pour cela que je dis les autres éléments qui entrent en jeu. Alors, je reste persuadé. Vous savez, moi, j'ai été invité tout récemment et j'avais affirmé sur ce plateau que Ouattara sera candidat. À l'époque, il n'y avait pas cet élément nouveau où, finalement, il a nommé le Bakayoko comme Premier ministre. Bon. Du coup, les nouvelles réflexions apparaissent. Et pour éviter toute polémique en Côte d'Ivoire, moi, je crois que Ouattara aura vraiment plus de dignité en laissant Bakayoko être candidat. Et je peux vous assurer que, vous savez, les tensions qui se préparent, qui sont déjà en Côte d'Ivoire, si jamais, comment l'appelle-t-on, Ouattara pouvait donner la possibilité à Bakayoko d'être candidat, il a la capacité, s'il devient, d'abord, c'est un fidèle loyaliste, il le garantirait l'après-pouvoir, mais il a la capacité de discuter avec les autres. Vous savez, avec un homme comme ça, un certain Guillaume Soro peut mettre du bémol, parce qu'il a travaillé aussi avec Guillaume Soro dans le temps. C'est un ami, même s'il n'était pas dans la même formation avec un certain Blé Goudé, vous comprenez? Donc, un homme comme ça. Félicitations d'ailleurs. Voilà, et donc vous comprenez que un homme comme ça, si vous lui donnez la chance, à quelqu'un comme ça de prendre le pouvoir, il peut tout de suite permettre, et en même temps, ça le permet à Ouattara lui-même de ne plus se dédire comme nous disons. Il retrouve sa pleine dignité, puisqu'il a tenu finalement sa parole. Il a été finalement contraint, puisque celui qu'il avait choisi est mort, pour que les gens ne disent pas finalement qu'il l'a précipité à la tombe pour reprendre sa place. Aujourd'hui, Ouattara a toutes les cartes devant le pour sa propre dignité. Je vous dis que si Ouattara, le 10 août, dit que c'est finalement Bakayoko qui va prendre, vous m'avez fait confiance, cette confiance, je la reverse sur Bakayoko, il a réglé tous les problèmes. Vous comprenez? Ça lui permet même après son pouvoir, Bakayoko a la capacité d'aller voir Gbagbo, de demander l'aide même de Ouattara, de Bédié pour que Gbagbo puisse rentrer. Mais lui, ici, il reprend le pouvoir. Vous savez, le 3e mandat choque. Même les militants, quand vous me dites que les militants... Il y a d'autres qui ont déjà 4 ans. Oui, mais je dis, vous savez, les jeunes militants de RHDB, par là, ils disent, oui, ils veulent que, comment l'appelle-t-on, Ouattara soit encore candidat. C'est parce qu'on ne leur permet pas véritablement de s'exprimer. Mais ils préfèrent, même dans le camp de Bédié, si Bakayoko est candidat, même dans le cas de Gbagbo, si Bakayoko est candidat, même dans les militants de Soro, beaucoup de jeunes porteront, même s'ils ne sont pas dans la perspective qu'une nouvelle, un espoir nouveau naisse en Côte d'Ivoire. Alors, on peut être loyaliste jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui vous fasse prendre conscience de votre situation de l'avenir. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire que Alassane Ouattara, malgré tout ce qui se dit, malgré tous les appels, est conscient que constitutionnellement, il y a un blocage et donc il prépare un plan B qu'il ne dévoile pas encore? Non, je ne pense pas qu'il pense qu'il y a un blocage sur le plan constitutionnel. Déjà, si ces militants qui connaissent cette loi-là le désignent comme candidat, c'est qu'ils savent qu'il y a moyen de l'interpréter favorablement pour que le candidat passe. Donc, je ne pense pas que c'est un problème de texte qui l'inquiète. Aujourd'hui, c'est que le 3e mandat, on est à la limitation des mandats, généralement.
Et puis, il a eu aussi affirmé que la présidence est épuisante et tout ça, qu'il voulait aller se reposer. Mais en même temps, on sait que personne ne veut laisser le pouvoir s'il n'y a pas de textes qui limitent. Même en Occident, on a vu les Sarkozy revenir, on a vu les Poutine et tout ça. Donc, les hommes... Bon, sauf qu'il n'y avait pas cette disposition transitoire dans ces pays que vous citez. Oui, bon, cette disposition, je crois il était là quand la Constitution a été modifiée. Et donc, il sait que les mêmes lois permettent de dire parfois une chose et son contraire dans la loi. Oui, mais malheureusement, c'est ce qui fait qu'à la justice, vous verrez que l'interprétation des lois est compliquée. Donc, dans la même loi ou dans une autre loi de la même République, on peut trouver des éléments pour présenter les choses. C'est un peu ça. Mais je ne pense pas que la Constitution lui pose déjà un problème. Sinon, il ne serait même pas en train de parler de ça. Oui, mais c'est pas lui, ça ne pose pas le problème. Mais les autres vont se servir de ça pour basculer la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté Bédier l'autre fois qui a soulevé ce point. Les autres forces. Par exemple, les forces de Guillaume Soro ne vont jamais reconnaître ça en brandissant cette loi. Les autres vont se dire, mais non, c'est une violation des tests. Nous ne reconnaissons pas ce président de la République. Nous prenons les armes. C'est pour éviter tout ça là. Il vaut mieux qu'il aille vers la dignité. Voilà. Alors on dit souvent à Emerson Fiakoulou que le droit n'est pas droit, sinon il n'y aurait pas d'avocat et de juge pour le défendre. Oui. On est sûr d'avoir des constitutionnalistes ivoiriens qui vont dire ça n'empêche pas Alassane Ouattara d'être candidat. Bon, tout ce qui est test juridique, chacun l'interprète à sa façon. Mais ça, c'est clair, c'est du français limpide. Oui. Et bon, quand Bédier dit que Alassane ne devait pas être candidat malgré les retouches faites lors de la Constitution de 2016, il ne devait pas être candidat, que le test l'en empêche. Mais dans la salle, le mercredi dernier, Bakayoko était à la tête de la fronde qui disait « Monsieur Ouattara, vous devez être candidat. » Et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de cet article 183. Oui. Non, ça, c'est Bakayoko. Je vous ai dit Bakayoko. Mais monsieur Samuel venait de dire une chose en disant que ce qui a été écrit là-bas, que c'est du français, simple et c'est limpide comme de l'eau de roche. Je voudrais vous rappeler qu'en 1994, je crois, chez nous au Togo ici, le français était aussi simple, comme de l'eau de roche, qui disait que le chef c'était différent parce que non, je vous explique. On venait d'entrer dans une limitation. Non, ne dites pas ça. On a dit, je vous explique qu'on dit que le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. En 1994, l'UTD, le CAR avait la majorité parlementaire. Mais nos amis, à l'époque, je les appelle nos amis, puisque nous sommes nos amis du RPT, à l'époque, on estimait que oui, la loi dit que le Premier ministre est issu aussi de la majorité. Mais la loi ne dit pas que ceux qui forment la majorité imposent le Premier ministre. À partir de là, l'interprétation a pris notre sens. C'est pour cela que le chef de l'État s'est joué sur ça pour diviser les départements. Donc, ils ont parfaitement raison de dire la loi peut être claire, limpide comme de l'eau de roche, mais vous avez des gens de gros yeux pour transformer ça. Mais à l'époque, c'était pas ça. 14 n'était pas aussi clair. Non. C'est parce qu'on s'inspire des traditions comme en Grande-Bretagne et tout, où on choisit le chef du parti majoritaire. Mais tant en Grande-Bretagne, c'est pas écrit, mais ils le respectent. Mais ici, c'est pas écrit, donc les gens ne respectent pas. C'est parce que c'est une tradition chez eux. Mais ici, on n'a pas cette tradition. Si vous et moi, nous sommes majoritaires, face à notre ami là, c'est nous qui avons eu la majorité. C'est normal que nous deux, nous entendons pour dire, ben voilà, vous comprenez. Samuel choisit dans la majorité. Oui, mais c'est ça. On ne dit pas qui il doit choisir. Justement, c'est ça. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que moi, j'ai 32 députés, que toi, tu aies 15, et que c'est toi qu'on choisisse pour les être devant? Oui, c'est ça. C'est pour cela que l'ambiguïté... Pourquoi la loi n'a pas précisé qu'on prend celui qui a plus... Oui, mais ça a été une jurisprudence pour demain. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, là, quand vous dites ça n'est jamais arrivé, ce que vous dites là, la loi que vous lisez là, c'est maintenant ça va se passer en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais... donc c'est... Maintenant, il faut l'appliquer, voilà. Donc Alassane Ouattara est quand même conscient que s'il passe, je ne sais pas, depuis Oufouette, il sera le premier à aller vers un troisième mandat. Là où moi je suis assis actuellement autour de cette table-là, je ne pense pas que Alassane Ouattara puisse s'aventurer pour ce troisième mandat. Franchement, je ne pense pas. Mais tous les signaux montrent qu'il pourrait le faire. Moi, je soutiens ce que je dis.
vous pensez qu'il, finalement, le côté démocrate va prendre le dessus? En tout cas, l'Afrique actuellement, surtout l'Afrique, a besoin de quelqu'un, d'un leader. J'avais espéré que notre chef de l'État puisse jouer ce rôle. Malheureusement, lui aussi s'est présenté pour le 4e mandat. Si Ouattara veut, il peut vraiment jouer un grand rôle. Vous savez, les problèmes que nous avons, peut-être on va aborder le cas du Mali. Aujourd'hui, la CEDEAO même n'a pas... Si le Togolais s'était décliné, il avait positionné quelqu'un au sein de l'Union, pour être aujourd'hui un ancien chef de l'État, il aurait joué un rôle formidable. Donc, ce que le président togolais a laissé tomber pour s'accrocher au pouvoir au Togo, Ouattara, lui, peut être au-dessus. Ah, je l'espère pour lui. Mais les Béninois, ils le font depuis. En tout Ils cas, ne sont pas des exemples. Hein. Ils le font depuis. Non, et puis quand on parle de 4e mandat, aujourd'hui, la référence 3e et 4e en Afrique, on parle de développement, on parle de qui, Kagame? Non, mais attends, ce gars, on oublie comment... Mais vous connaissez les tests là-bas, voilà. Mais il y a une révision de la Constitution. Chez nous ici. Par contre, au Togo, le mandat est limité. Non, chez nous, les lois ont été toujours faites comme ça. On les prend, tantôt on les tourne à la faveur. Quand ça s'approche, on les remodifie, tout ça là. C'est ça qui est le problème. Sinon, le président togolais, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il a tout gagné. Dans sa vie là, il aurait pu aujourd'hui être quelqu'un que l'Afrique aurait mis devant pour régler. Ça aurait été même plus ce qu'il a été comme président de la République, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous voyez, enfin, c'est pas du Togo nous parlons, vous voyez que même former le gouvernement, c'est un problème. Il faut sortir dans ça. Donc j'espère qu'on va... Quel problème il y a? Non, c'est... Quel problème il y a? Oui, mais il formera le pouvoir. Nous sommes en état d'urgence. Je vous ai dit tout à l'heure que Bakayoko, s'il devient président de la République, il a la chance d'avoir les autres membres autour de lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quel autre membre? Non, les gens de l'opposition. Que ce soit les Guillaume Soro. C'est possible. C'est possible que s'il devient chef de l'État, je vous explique. Non, je vous explique. Vous savez, la politique, si vous voulez pour la paix, si Ouattara laisse Bakayoko devenir chef de l'État, désormais, il a les rênes du pouvoir. Lui, il peut avoir la sympathie des autres qui peuvent l'aider. Vous comprenez? Mais Ouattara reprend le pouvoir en tant que lui chef d'État. Ils ne vont jamais s'entendre ni avec Guillaume Soro, ni... Je peux vous assurer. C'est pour cela que j'ai dit qu'au Togo, si le chef de l'État avait fait une autre politique, vous dites qu'il n'a pas les problèmes pour former le gouvernement. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement togolais ne serait pas content de voir, par exemple, l'opposition participer au gouvernement? Est-ce que vous pensez qu'ils ne seront pas contents? Ils les considèrent comme des Togolais. S'ils veulent participer, ils seront contents, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que les autres ne veulent pas participer? Donc, il faut créer les conditions demain de la gestion du pouvoir. Donc, de toute façon, au niveau de la Côte d'Ivoire, le dépôt des candidatures a commencé depuis le 16 juillet et va durer 45 jours. Donc, on a jusqu'à la fin août, si je ne m'abuse. Ouattara a encore du temps pour réfléchir à ça. Réfléchir, oui. Qu'est-ce qui peut éventuellement le décider à se lancer ou à positionner quelqu'un d'autre? Moi, je pense que en Côte d'Ivoire, la situation politique est le seul problème. Au niveau de l'économie, tout ça, ça marche bien. Il y a eu des développements, des infrastructures qui sont construites, etc. Mais c'est la classe politique qui n'arrive pas à s'entendre. C'est tout. Au niveau de la sécurité du pays, on peut dire aussi que Bakayoko et l'ancien Premier ministre ont fait un travail énorme. Les Ivoiriens aujourd'hui peuvent se sentir en sécurité. Mais la mort de Amadou Gon Coulibaly a vraiment déjoué le plan du président sortant. Ce qui veut dire qu'il a besoin d'un moment d'analyse pour pouvoir décider si le nouveau Premier ministre sera le remplaçant du candidat choisi ou lui-même. Pour lui-même, moi je maintiens que Alassane ne sera pas candidat. Je l'affirme parce que le test l'en empêche. Il a quand même déclaré mercredi dernier: notre pays fait face à des défis. Je ne peux pas rester insensible à la nécessité de préserver la paix dans la sous-région. Est-ce que ça veut dire que pour lui, paix dans la sous-région égale Alassane Ouattara? Ben là, c'est des paroles difficiles à déchiffrer. Il parle de sous-région. Est-ce que sa candidature va poser un problème dans son pays au point où ça touche les autres pays, ou est-ce qu'il doit être aux commandes de la Côte d'Ivoire pour pouvoir agir dans la sous-région? Donc il y a plusieurs interprétations. Mais je pense que déjà, moi, le choix de Gon Coulibaly comme dauphin m'a posé un problème parce que
il disait, il faut faire comme dans des pays comme la France, l'Autriche, ou des gens dans la trentaine, En Autriche, on quarantaine. avait un premier ministre de Alors, 31 quand ans. lui-même va choisir quelqu'un qui a 60 ans, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'optique du rajeunissement. Bon, les gens applaudissent. Malheureusement, l'ex-premier ministre est parti. Et tout de suite, vous voyez tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que véritablement, il n'avait pas envie de partir, mais il a essayé de débroussailler un peu la scène politique. Il a essayé d'écarter tous les candidats qui pourraient être à l'origine d'une nouvelle crise électorale ou post-électorale. Et nous pensions que quand il va faire ce travail-là d'assainissement, il allait se retirer et laisser de nouvelles figures. Mais là, ce n'est pas le cas. Déjà, avec la candidature de Bédié, tout nous ramène dans le passé. Et donc, je pense que c'est des gens du passé qui vont s'affronter en octobre prochain en Côte d'Ivoire avec quelques absents qui à avoir les problèmes qu'ils ont. Mais sur le plan réconciliation, je pense aussi que ceux qui sont en exil comptent sur le pouvoir actuel pour rentrer. On a vu que leur langage a totalement changé, donc en direction de ce pouvoir. Et probablement, après cette présidentielle-là, il va y avoir un grand changement sur la scène politique et des décisions seront prises pour renforcer la réconciliation en Côte d'Ivoire. On va partir maintenant pour la grande pause et nous allons revenir après le journal pour continuer la deuxième partie.